Alors que le diamant survit au siècle, le FMI avertit que reprendre les mines pourrait assécher crédits et confiance. L'écho d'Ibrahim Traoré peut aussi changer la lecture de cette séquence. À Gaborone, un nouveau président parle de ownership. Pourquoi la pierre serait botswanaise dans la terre, puis européenne après la machine. Dans les couloirs de Washington et Bruxelles, on murmure un Traoré du Sud, tandis qu'un avertissement économique promet déficit et réserves épuisées si le pays ose vouloir 100%, rester un fournisseur discipliné de matières premières ou devenir un acteur qui capte la valeur avec tous les risques que cela implique. À travers le cas du Botswana, souvent présenté comme l'élève modèle de l'Afrique australe, ce qui est applaudi comme stratégie lorsqu'une entreprise occidentale consolide ses actifs devient soudain une menace lorsqu'un pays africain envisage la même opération. Pendant un demi-siècle, cette alliance a été enseignée dans les écoles de commerce comme un mariage équilibré entre État et capital privé. Le Botswana fournissait la stabilité politique, la main-d'œuvre et le sous-sol. De Beers apportait le savoir-faire, les réseaux commerciaux et l'accès aux marchés mondiaux. Sur le papier, chacun y gagnait. Dans la pratique, la chaîne de valeur était fragmentée de manière très précise. L'extraction se faisait localement, mais la taille, le polissage, le marketing et les marges les plus élevées restaient concentrés à Londres, Anvers, Tel Aviv ou New York. C'est là que le débat bascule. Le nouveau pouvoir à Gaborone pose une question qui paraît simple mais qui dérange profondément. Pourquoi la valeur maximale d'une ressource nationale est-elle créée ailleurs que là où elle est extraite ? Cette interrogation n'est pas isolée, elle résonne avec un discours déjà entendu plus au nord, dans le Sahel, où Ibrahim Traoré a incarné une rupture brutale avec les arrangements hérités du passé. La comparaison n'est pas parfaite, mais elle agit comme un signal. Le contexte international renforce cette tension. Les institutions financières mettent en avant la volatilité du marché du diamant, le risque budgétaire et la possible érosion des réserves si l'État cherche à racheter des parts majoritaires. En réponse, les partisans de la réforme soulignent que d'autres pays utilisent des stratégies similaires pour sécuriser leur secteur clé sans être accusés d'irresponsabilité. Ce face-à-face révèle moins un désaccord comptable qu'un conflit de normes. Le Botswana, longtemps cité comme modèle docile et prévisible, se retrouve confronté à une limite invisible. Il peut participer au système, mais sans en modifier les règles fondamentales. C'est précisément cette frontière que des figures comme Ibrahim Traoré ont déjà choisi de franchir ailleurs, transformant une discussion économique en débat politique et symbolique. À Gaborone, le nouveau président n'entre pas en scène comme un révolutionnaire en treillis, mais comme un réformateur issu d'un système démocratique ancien et respecté. Son profil contraste avec celui d'Ibrahim Traoré, souvent cité comme point de comparaison. L'un agit dans l'urgence d'un État en crise, l'autre dans la lenteur institutionnelle d'une démocratie parlementaire. Cette différence de terrain change tout. Dès ses premières prises de parole, le nouveau dirigeant botswanais ne promet pas une rupture spectaculaire. Il parle de contrat, de parts, de rachat, de propriété. Pourtant, ces mots techniques produisent un impact immédiat. Dans l'administration, les juristes s'activent. Dans les médias internationaux, le ton change. Ce qui était présenté hier comme une stabilité exemplaire devient soudain une source potentielle d'inquiétude. Pour la classe moyenne botswanaise, longtemps rassurée par la réputation du pays, la question n'est plus abstraite. Les avertissements sur les réserves et la dette touchent directement l'épargne, l'emploi et la perception du risque. À l'inverse, chez une partie de la jeunesse, l'idée de transformer localement les diamants résonne comme une promesse de métiers qualifiés et d'avenir industriel. Les partenaires occidentaux, habitués à un interlocuteur prévisible, découvrent un dirigeant qui pose des conditions. Il ne menace pas, il demande, mais cette simple demande suffit à déclencher des signaux d'alerte financiers et diplomatiques. L'effet est révélateur. Sans qu'aucune loi ne soit encore votée, le débat a déjà déplacé les lignes. Le nouveau gouvernement botswanais laisse entendre qu'il souhaite augmenter, voire porter à terme à 100% la participation nationale dans les mines de diamants. Aucune expropriation
négociation annoncée, aucun slogan enflammé, juste une hypothèse posée publiquement, racheter des parts, consolider la propriété, contrôler la ressource de la terre à la vitrine dans un marché libre. Cette démarche ressemble à une opération classique de consolidation. Ici, elle agit comme une étincelle. Les premières réactions ne prennent pas la forme de sanctions ou de menaces directes. Elles arrivent bien sous forme de notes, de projections, de graphiques. Le Fonds monétaire international avertit que les réserves pourraient fondre, que les déficits pourraient se creuser, que l'accès au crédit international pourrait se compliquer. Le message est enveloppé de prudence technocratique, mais il est compris immédiatement à Gaborone. Toucher à la structure de propriété, c'est toucher à l'architecture financière qui protège le pays depuis des décennies. Cette phase de montée révèle un mécanisme bien rodé. Les agences de notation, les analystes et certains médias internationaux commencent à reformuler le récit. Le Botswana n'est plus seulement l'élève modèle, il devient un pays à surveiller. L'incertitude est mise en avant comme un risque en soi. Pour les investisseurs, le doute est souvent plus paralysant que la mauvaise nouvelle. Le simple débat sur la propriété suffit donc à produire un premier effet économique indirect. C'est à ce moment que la comparaison avec Ibrahim Traoré refait surface. Dans les cercles diplomatiques, le parallèle n'est pas tant idéologique que méthodologique. Traoré, au Burkina Faso, a agi vite, en dehors des cadres habituels, porté par une situation d'urgence sécuritaire. Le Botswana, lui, avance par procédure, consultation et signaux graduels. Pourtant, la réaction extérieure montre que la vitesse n'est pas le facteur décisif. Ce qui compte, c'est l'orientation, la volonté affirmée de déplacer le centre de gravité de la décision. Les responsables botswanais réalisent que le débat ne porte plus uniquement sur les diamants. Il touche à la place du pays dans l'ordre économique global. Être propriétaire signifie pouvoir décider du rythme d'extraction, du stockage en période de prix bas ou encore de l'obligation de transformer localement. Chacune de ces options remet en cause des intérêts établis bien au-delà de l'Afrique australe. Sur le plan politique interne, l'opposition s'empare du discours de prudence. Faut-il risquer la stabilité pour une ambition industrielle incertaine ? Sur le plan régional, d'autres pays observent attentivement. Si le Botswana, réputé modéré et pro-occidental, ose cette discussion, le tabou est brisé. Et sur le plan symbolique, le récit change. L'idée que l'Afrique peut rester stable tout en revendiquant la pleine propriété de ses ressources cesse d'être abstraite, comme avec Ibrahim Traoré dans un autre contexte. Le simple fait de poser la question de l'appropriation suffit à provoquer une réaction en chaîne. Avant même toute décision finale, le système teste ses défenses. À la base, le Botswana finance son État grâce aux diamants. Le changement proposé consiste à transformer cette rente partielle en contrôle intégral de la valeur. Cette bascule du statut de co-bénéficiaire à celui de propriétaire est au cœur des avertissements financiers. Sur la durée, le partenariat avec De Beers s'étend sur près de 50 ans. Sur cette période, les recettes issues des diamants ont assuré une part décisive du budget national, permettant au Botswana d'éviter l'endettement excessif qui a piégé d'autres économies africaines. Le FMI part de ce point de départ pour formuler son argument principal. Ce modèle a fonctionné, donc le modifier créerait une rupture de stabilité. La logique est linéaire, presque comptable. Ce qui est prévisible est sûr, ce qui change devient risqué. Sur la structure de la valeur, les revenus captés localement proviennent majoritairement de l'extraction et de la fiscalité minière. En revanche, les segments à forte marge, taille, polissage, certification, branding, y sont réalisés à l'étranger. Le écart envisagé par le gouvernement botswanais consiste précisément à internaliser une partie de ces étapes. Pour les institutions financières, ce déplacement de la chaîne de valeur augmente l'exposition aux fluctuations de prix et au cycle de demande. Pour les réformateurs, il réduit au contraire la dépendance à long terme en créant des compétences locales et des emplois qualifiés. Sur les réserves et le financement, l'argument du FMI repose sur un scénario où le rachat de parts minières mobiliserait une portion significative des réserves publiques. Le risque mis en avant est double, une baisse du coussin financier et une perception négative des marchés pouvant renchérir le coût du crédit.
Ce raisonnement suppose que l'État resterait dépendant des prêts externes. Or, le projet botswanais vise justement à utiliser les revenus futurs des diamants pour réduire ce besoin de financement. Le écart n'est donc pas seulement budgétaire, il est stratégique. Là où les institutions voient une exposition accrue au risque, le pouvoir politique voit une capacité de pilotage. Contrôler la production permettrait, par exemple, d'ajuster l'offre lorsque les prix mondiaux baissent ou d'imposer des obligations de transformation locale. Ce type de politique est couramment utilisé dans d'autres secteurs stratégiques comme l'énergie. Appliqué aux diamants africains, il devient soudain suspect. C'est ici que le parallèle avec Ibrahim Traoré réapparaît, non pas comme une équivalence de situation, mais comme un point de comparaison conceptuel. Traoré a démontré qu'un État peut survivre en réduisant sa dépendance financière extérieure, même au prix de tensions internationales. Le Botswana, dans un contexte plus institutionnalisé, teste une version graduelle de cette logique. Les chiffres servent alors moins à prédire qu'à dissuader. En réalité, les preuves quantitatives avancées ne tranchent pas la question. Elles encadrent un débat politique en langage technique. Le point de départ rassure, le écart inquiète, mais ce sont des hypothèses construites sur des choix de modèles. La question centrale n'est pas de savoir si le risque existe, mais qui a le droit de le prendre et pour quel horizon. Autrement dit, les nombres ne parlent pas seuls. Ils servent une narration, celle d'un système qui tolère la stabilité, tant qu'elle ne remet pas en cause la répartition du pouvoir économique. Les critiques de la stratégie botswanaise avancent deux arguments principaux, présentés comme rationnels et responsables. Le premier repose sur la volatilité du marché du diamant. Selon cette thèse, un État seul ne pourrait absorber les chocs de prix, contrairement à un consortium international capable de répartir les risques sur plusieurs pays et marchés. Centraliser la propriété exposerait donc le budget national à des cycles imprévisibles, avec des conséquences potentielles sur les dépenses sociales et la stabilité macroéconomique. Dans cette lecture, la prudence consiste à rester un partenaire, pas un propriétaire unique. Le second argument concerne les capacités. Les segments de la taille, du polissage et du marketing sont décrits comme hautement spécialisés, nécessitant des décennies de savoir-faire, des réseaux commerciaux mondiaux et une réputation construite lentement. Forcer une relocalisation partielle risquerait, selon les opposants, de créer des inefficacités coûteuses. Le Botswana perdrait alors le bénéfice de chaînes logistiques éprouvées, tout en supportant des coûts d'apprentissage élevés. Ce raisonnement conclut que l'avantage comparatif du pays réside dans l'extraction, pas dans la transformation. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils décrivent un des risques réels et rappellent que toute industrialisation comporte une phase d'incertitude. Cependant, la réponse des partisans de la réforme s'appuie sur des éléments tout aussi concrets. D'abord, la volatilité n'est pas supprimée par le partenariat actuel, elle est simplement transférée. Lorsque les prix chutent, le pays subit déjà les effets via les recettes fiscales, sans disposer d'outils pour ajuster l'offre ou différer la vente des stocks. La propriété accrue offrirait justement des leviers supplémentaires de pilotage. Ensuite, l'argument des capacités ignore un point central. Les compétences ne se développent jamais sans décision politique initiale. Les pays aujourd'hui dominants dans la transformation du diamant ont eux-mêmes construit ces filières à partir de choix stratégiques, souvent soutenus par l'État. Refuser cette possibilité au Botswana revient à figer une hiérarchie historique. C'est précisément cette logique que des figures comme Ibrahim Traoré contestent ailleurs, en affirmant que l'apprentissage passe par l'exercice de la souveraineté, non par sa délégation permanente. Enfin, le débat n'oppose pas expertise et improvisation, mais horizon court et horizon long. Les critiques résonnent à partir des équilibres existants. Les réformateurs projettent un changement progressif, négocié et encadré. La question n'est donc pas de savoir si le risque existe, mais s'il est plus dangereux de l'assumer ou de rester dépendant indéfiniment. Jusqu'ici, le débat portait sur des chiffres, des parts et des réserves. À mi-parcours, une autre lecture s'impose. Ce que le Botswana teste, c'est la frontière invisible entre participation et contrôle. Tant que le pays reste co-gestionnaire, il est perçu comme stable. Dès qu'il évoque la maîtrise complète, il change de catégorie aux yeux du système. Cette révélation modifie la compréhension des réactions internationales. Les avertissements ne cherchent pas uniquement à prévenir un risque financier
immédiat. Ils servent à rappeler une règle non écrite: l'accès au crédit et à la reconnaissance est conditionné à l'acceptation d'un rôle précis dans la chaîne mondiale. Extraire, oui, décider du rythme, de la transformation et de la destination finale, beaucoup moins. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend tout son sens, pas comme un modèle à copier, mais comme un signal. Son expérience a montré qu'un État peut survivre en contestant ses règles, mais au prix d'un affrontement frontal. Le Botswana explore une autre voie, plus lente, plus juridique, mais la réaction prouve que le seuil de tolérance est le même. Pour l'État, d'abord, l'enjeu principal est la marge de manœuvre. Une propriété accrue des mines offrirait la capacité de décider du rythme d'extraction et de vente, plutôt que de subir les cycles imposés par des partenaires extérieurs. Cela pourrait stabiliser les recettes sur le long terme, mais au prix d'une exposition politique plus forte. L'État passerait du rôle d'arbitre à celui d'opérateur stratégique, avec la responsabilité directe des choix industriels. Cette bascule expliquerait pourquoi les avertissements sont aussi insistants. Elle déplace le centre de décision. Pour les entreprises locales, la perspective est double. À court terme, l'incertitude peut freiner l'investissement privé, notamment dans les secteurs dépendants de la confiance internationale. À moyen terme, en revanche, l'obligation de transformation locale créerait un écosystème nouveau. Ateliers de taille, services de certification, logistique spécialisée, autant de segments aujourd'hui externalisés qui pourraient émerger sur place. Cette dynamique est précisément ce que recherchent les gouvernements qui, comme celui observé au Sahel, sous Ibrahim Traoré, veulent capter davantage de valeur ajoutée sans rester cantonnés à l'extraction. Du côté des citoyens, l'impact est plus tangible. Pour une partie de la population, notamment la classe moyenne urbaine, le discours sur les réserves et le crédit se traduit par une crainte directe. Inflation, pression sur l'emploi, fragilisation de l'épargne. À l'inverse, pour les jeunes et les travailleurs qualifiés en devenir, la perspective d'industrie locale ouvre un horizon différent. Elle suggère des carrières techniques, mieux rémunérées et une réduction de l'exode des compétences. Le même projet génère donc espoir et inquiétude selon la position sociale. Enfin, au niveau régional, le signal est observé avec attention. Le Botswana a longtemps servi de contre-exemple rassurant face aux ruptures plus radicales du continent. S'il démontre qu'un pays stable peut revendiquer la pleine maîtrise de ses ressources sans s'effondrer, il crée un précédent puissant. D'autres États riches en ressources pourraient s'en inspirer, non pour copier un modèle, mais pour repousser les limites du négociable. C'est cette possibilité d'effet domino, déjà associée à l'expérience d'Ibrahim Traoré, qui confère à ce dossier une portée bien plus large que le seul marché du diamant. Ainsi, les conséquences ne sont pas uniformes. Elles redistribuent risques et opportunités entre acteurs, tout en redéfinissant ce que signifie réellement la stabilité dans un système globalisé. Le gouvernement botswanais maintient le dialogue avec ses partenaires tout en avançant par étapes juridiques et financières. Les annonces restent mesurées, les rachats éventuels sont étalés dans le temps et les institutions internationales continuent d'exprimer leurs réserves sans passer à des mesures coercitives. Dans ce cadre, la confiance n'est pas rompue, mais elle devient conditionnelle. Le pays gagne un peu d'autonomie symbolique sans encore transformer profondément la chaîne de valeur. Ce scénario préserve la stabilité à court terme, mais laisse ouverte la question du changement structurel. Le Botswana parvient à négocier des modalités de propriété accrues tout en rassurant les marchés sur sa gestion macroéconomique. Des projets pilotes de transformation locale voient le jour, soutenus par des partenariats techniques et une montée en compétences progressive. Si ce chemin se confirme, il pourrait démontrer qu'un État africain stable peut élargir son contrôle sans provoquer de rupture financière majeure. Dans ce cas, l'exemple deviendrait puissant, non pas par la confrontation, mais par la démonstration. Cette réussite rappellerait que l'autonomie n'est pas nécessairement synonyme de chaos, contrairement aux récits dominants souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré. Les avertissements se durcissent, les notations se dégradent et l'incertitude est amplifiée dans l'espace médiatique. Sans sanction formelle, la pression s'exerce par le retrait progressif de financement et par une nervosité accrue des investisseurs. Dans ce contexte, le gouvernement serait contraint de ralentir ou de reculer au risque d'apparaître affaibli sur le plan interne.
Ce scénario ne signifie pas un effondrement immédiat, mais une dissuasion efficace, confirmant que certaines lignes ne doivent pas être franchies. Elles dépendent de choix politiques, de perceptions externes et de la capacité à tenir un cap dans le temps. L'enjeu n'est pas de deviner l'avenir, mais de comprendre jusqu'où un État est prêt à aller pour décider par lui-même. La question centrale n'est pas le diamant, mais le pouvoir de décision. Chacun reconnaît intuitivement cette logique dans sa propre vie. Travailler sans jamais contrôler le résultat final crée une dépendance durable. À l'échelle d'un pays, ce mécanisme est identique, simplement amplifié. Pour ceux qui suivent l'actualité économique mondiale, cette affaire éclaire autrement les discours sur le risque et la responsabilité. Lorsque un État du Sud tente de modifier sa position, le vocabulaire change immédiatement. Ce décalage invite chacun à relire les annonces financières avec plus de distance. La question est de savoir qui définit le risque et pour qui. Il faut aussi se demander qui bénéficie de la stabilité telle qu'elle est présentée. Ce regard critique ne demande pas une expertise technique, seulement une attention nouvelle aux mots utilisés. Pour d'autres, l'écho est plus personnel. Beaucoup vivent dans des économies où les décisions majeures sont prises ailleurs, prix de l'énergie, matières premières, taux d'intérêt. Voir un pays poser publiquement la question de la propriété permet de comprendre que ces contraintes ne sont pas naturelles, mais construites. Elles résultent de choix passés, souvent invisibles, qui peuvent être renégociés même si le coût politique est élevé. La première consiste à comparer systématiquement les situations. Ce qui est jugé normal dans un contexte devient-il soudain dangereux dans un autre? La seconde est de suivre les conséquences plutôt que les intentions. Les discours peuvent diverger, mais les effets concrets, emploi, compétences, autonomie, révèlent souvent la vérité d'une politique. Ainsi, cette histoire n'impose pas une position, elle propose un outil de lecture. Elle rappelle que derrière chaque alerte économique se cache une vision du monde et que comprendre cette vision est déjà une forme de pouvoir partagé. Elle suppose une séquence lisible, répartie dans le temps, avec des responsabilités claires. L'État définirait précisément le périmètre de ce qu'il souhaite contrôler en distinguant propriété, gestion opérationnelle et régulation. Cette clarification réduit l'incertitude et évite que chaque annonce soit interprétée comme une rupture brutale. Plutôt qu'un rachat massif immédiat, le pouvoir public pourrait étaler les acquisitions conditionnées à des seuils de recettes et de réserves. L'objectif ne serait pas d'épuiser les marges budgétaires, mais de les transformer progressivement en actifs productifs. Le succès se mesurerait moins par la vitesse que par la soutenabilité, évaluée à travers la capacité à maintenir les dépenses sociales et la stabilité macroéconomique. Toute ambition de transformation locale exige un investissement ciblé dans la formation, les partenariats techniques et la certification. Ici, l'indicateur clé ne serait pas le volume produit, mais le nombre de métiers qualifiés créés sur place. C'est à ce niveau que la comparaison avec Ibrahim Traoré devient éclairante. Non pour reproduire une méthode, mais pour rappeler que la souveraineté se construit aussi par l'apprentissage accéléré et la réduction des dépendances critiques. Renégocier des contrats, rassurer certains partenaires et en diversifier d'autres permettrait d'éviter l'isolement. Le succès se lirait dans la capacité à maintenir des canaux ouverts, même dans un contexte de désaccord. Plutôt que de promettre un résultat final, le gouvernement jugerait sa trajectoire à partir d'indicateurs qualitatifs, autonomie de décision, résilience face au choc, acceptation sociale. Cette approche transforme un projet risqué en processus piloté. Le récit revient maintenant au point de départ et à cette image simple qui a traversé tout le parcours. Une pierre extraite d'un sol africain, déplacée, transformée, puis renvoyée sous forme de valeurs lointaines. Ce motif n'est pas seulement économique, il est symbolique. Il raconte une longue histoire de décisions prises ailleurs, puis acceptées comme normales. En rappelant ce chemin, le débat sur les diamants du Botswana cesse d'être technique et devient profondément humain. Ce que ce moment révèle, c'est le courage discret de poser une question longtemps évitée. Sans slogan, sans rupture brutale, un État stable ose demander pourquoi la propriété s'arrête toujours à la frontière de la transformation. Cette démarche contraste avec l'image plus radicale associée à Ibrahim Traoré, mais elle rejoint la même aspiration fondamentale, réduire l'écart entre richesse produite et richesse contrôlée.
Les méthodes diffèrent, l'intention converge, l'émotion naît précisément de cette tension. D'un côté, la peur de perdre une stabilité durement construite, de l'autre, l'espoir de transmettre autre chose que des dividendes, des compétences, une fierté, une capacité à décider. Dans ce dilemme, il n'y a pas de réponse facile, seulement des choix lourds de conséquences. Elle ne promet pas le succès, mais elle affirme une direction. Arrivé à ce point, le récit ne cherche pas à dicter une position, mais à ouvrir un espace de réflexion partagée. Ce qui s'est joué autour des diamants du Botswana dépasse un pays et une ressource précise. Il s'agit d'un test silencieux sur la capacité d'une société à redéfinir ce qu'elle considère comme normal, légitime ou risqué. Chacun n'est pas invité à applaudir ni à condamner, mais à observer attentivement les mécanismes à l'œuvre. Dans un monde où les chaînes de valeur sont mondialisées, chacun est concerné par la question de la propriété réelle. Qui décide? Qui transforme? Qui capte l'essentiel de la valeur? Ces interrogations traversent l'économie, mais aussi la politique et la culture. Elles expliquent pourquoi certaines histoires suscitent autant de réactions, même lorsqu'elles semblent lointaines. S'engager ici peut être aussi simple que rester attentif, comparer les récits et refuser les explications trop rapides. Soutenir ce type de discussion, c'est maintenir vivante la possibilité d'un débat plus équilibré sur la souveraineté, la dignité et le développement. Face à ces choix et à ces tensions, la réflexion porte sur la mesure dans laquelle une société est prête à aller pour reprendre la maîtrise de ce qu'elle produit et sur le prix qu'elle accepte de payer pour cette décision.